Ne vous fiez pas à la pluie qui nous arrose. On n'est pas à Douala, on n'est pas à Abidjan, on n'est pas à Libreville. Nous sommes à San Salvador de Bahia au Brésil. Et c'est probablement dans ces conditions-là que sont arrivés les 4 à 5 millions d'esclaves que l'on a traînés ici il y a 4 siècles. 4 à 5 millions de nègres, 4 à 5 millions d'esclaves qui vont être réduits à travailler dans les plantations pour les autres. Que sont-ils devenus 400 ans après? Où sont-ils? Dans une ville qui compte encore 80% de la population noire. Une ville où on pense à l'Afrique chaque jour, avec une affection particulière. Nous avons été accueillis comme nulle part ailleurs, parce qu'il y a une vraie soif d'Afrique dans cette ville. Nous sommes un grand peuple, 54 pays, mais nous ne pouvons pas rester seulement sur le continent africain et défendre les intérêts de l'Afrique. Nous avons besoin de nos frères et sœurs afro-descendants et afro-brésiliens pour réussir ensemble cette lutte. J'ai envie qu'on parle d'un sujet qui est un sujet qui semble vraiment vous passionner. Qu'est-ce qui peut amener l'Africain à s'intéresser aux Brésiliens aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut justifier que l'Union africaine s'intéresse au Brésil? L'intérêt du Brésil est né du fait que dans les peuples afrodescendants que nous avons sur la planète un peu partout dans le monde, il y a une particularité au Brésil. Les Afro-Brésiliens sont passionnés par leur origine, leur racine, qui est une racine africaine. Ils vivent ça passionnément et plus que les autres Afro-descendants que l'on retrouve dans les Caraïbes, les Brésiliens sont profondément africains. Et donc je crois que cela justifie humblement pourquoi le Haut Comité de l'Union africaine sur la décennie des racines africaines et de la diaspora et nous-mêmes avons décidé d'organiser ce 6e pré-congrès au Brésil. Vous l'avez constaté vous-même ici, quand les Brésiliennes et les Brésiliens parlent de leurs racines, ils le parlent avec beaucoup de passion, ils disent ce qu'ils vivent. Et au Brésil, contrairement de notre expérience personnelle, contrairement aux autres peuples africains d'origine africaine un peu partout, ils parlent de leurs problèmes de manière décomplexée. Ça, c'est important. Même les officiels brésiliens parlent de leurs frustrations, parlent de ce qu'ils pensent ou de comment le rôle qu'ils peuvent jouer dans la société brésilienne et au-delà du Brésil, dans le monde. Et je crois que les Africains, normalement, doivent se dire il faut venir au Brésil pour mieux, parfois même, prendre conscience du panafricanisme et du rôle que nous devons jouer en tant qu'Africains dans le concert des nations. Qu'est-ce qu'on peut donc leur apporter en tant qu'Afrique aux Brésiliens devant cette ferveur? Vous saviez que ce que les frères et sœurs du Brésil veulent d'abord, c'est d'être aimés et reconnus comme Africains et Africaines de souche. Leur rêve aujourd'hui, c'est de retourner en Afrique, de vivre en Afrique. Parce que sur un plan, je dirais même spirituel, pour eux, ils sont venus d'Afrique et ils doivent retourner en Afrique. Il y a cette envie réelle des Afro-Brésiliens de mieux connaître leur terre. Et là, l'Afrique tout entière doit s'ouvrir aux Afro-Brésiliens, les encourager pour ceux qui le veulent, et c'est la majorité d'ailleurs, de rentrer, de venir en Afrique, découvrir l'Afrique, et de les laisser choisir un jour s'ils veulent rester sur le continent africain ou de revenir vivre au Brésil. Je crois que c'est ce qui est plus important pour les Brésiliens, en tout cas de notre expérience et de nos échanges avec les Brésiliens et ce que nous sommes en train de vivre lors de ce pré-congrès, ce 6e pré-congrès ici à Salvador de Bahia, c'est ce sentiment que les Brésiliens veulent aller ou veulent retourner sur le continent africain pour la fin de leur vie, si c'est possible. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, est-ce que l'Afrique est prête à ça? Vous qui représentez cette diplomatie-là au sein de cette Union africaine. Non, moi je crois que l'Afrique est prête à accueillir les Afro-descendants dans le monde, et particulièrement les Afro-brésiliens, parce que nous sommes au Brésil. L'Afrique est prête, et en parlant des questions de diaspora, des questions du panafricanisme, des questions
de retour à la source, ou dans certains pays africains, il y a eu beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup de pays comme le Ghana, etc., qui ont mis en place des politiques pour encourager les Afro-descendants vivant dans les Amériques, les Caraïbes, même ici au Brésil, de revenir. Donc je crois que ce n'est que quelques exemples. Nous avons plusieurs pays. Quand on regarde les divisions qu'il y a déjà entre nous en Afrique, quand on regarde presque l'indifférence qu'il peut y avoir dans les problèmes qui, par exemple, touchent Haïti, on se dit, s'ils sont déjà divisés, s'ils ne prennent pas en compte, s'ils ne se mêlent pas de cela avec un peu plus de force, quel crédit peut-on accorder à cette envie que vous semblez exprimer, qui est de dire on peut les recevoir? Si on n'arrive déjà pas à se fréquenter nous-mêmes, comment penser que ce nombre-là va revenir et va trouver sa place? Vous aviez peut-être raison, mais je crois que nos divisions internes ne nous empêchent pas d'accueillir nos frères et sœurs afrodescendants. À ma connaissance, je ne vois pas un pays africain qui refuserait, surtout que nous avions tellement d'espace sur le continent africain. Vous savez que, à la vérité, l'Afrique est sous-peuplée. Même si les projections nous donnent plus d'1 milliard d'habitants, 1,5 milliard d'habitants à l'horizon 2050-2080, mais l'Afrique est sous-peuplée, il y a assez d'espace. Et je ne connais pas de politique publique africaine dans les 54 pays qui va contre l'idée que les Afro-descendants puissent revenir sur le continent africain. Maintenant, vous avez cité l'exemple de Haïti, mais je vais vous dire aussi une vérité. Vous saviez, Haïti vit ces drames aussi parce que certains veulent que ce drame-là continue, se passe ou continue à se passer en Haïti, c'est tout. Est-ce que vraiment, en parlant, les Africains sont totalement indifférents? Je ne crois pas. Mais c'est qu'il y a aussi certaines puissances qui pensent que c'est à elles que revient de résoudre les problèmes haïtiens. Parfois, il faut laisser les gens, vous allez voir qu'ils vont résoudre leurs propres problèmes eux-mêmes. Peut-être qu'il faudrait que l'Afrique se mêle un peu plus de Haïti. Je suis parfaitement d'accord avec vous, l'Afrique doit le faire, mais faut-il aussi encore laisser l'Afrique prendre l'initiative? Mais c'est que, comme je vous disais, il y a certains pays, il y a certaines puissances qui automatiquement veulent prendre le lead sur les questions africaines, même sur le continent africain. Nous avions beaucoup de conflits en Afrique. Parfois, l'Union africaine, les organisations sous-régionales africaines peuvent régler les problèmes, mais vous voyez toutes ces ingérences extérieures qui empêchent les Africains de s'exprimer. Et après, ça devient la manipulation contre l'intérêt des Africains et des populations africaines. Alors, quand on dit que peut faire l'Afrique, que peuvent faire les Afro-descendants pour l'Afrique, compte tenu de leur force, compte tenu de leur savoir, compte tenu de leur pouvoir aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ce sens-là, un travail qui est fait pour qu'eux, ils amènent leur savoir-faire sur le continent? Et dans quel domaine? Je pense que ça va de soi. Les Afro-descendants sont assez compétents et très compétents dans toute leur diversité. Ici au Brésil, dans les Caraïbes, aux États-Unis, bref, dans les Amériques. Et je crois que cette compétence, ils ont des compétences avérées. Donc nous avons forcément besoin de ces compétences pour contribuer au développement du continent africain. Maintenant, il revient aussi aux pays africains de créer des cadres pour permettre à ces frères et sœurs afro-descendants, s'ils veulent venir pour partager leurs compétences, s'ils veulent venir pour travailler, qu'ils aient les conditions nécessaires pour le faire. Je crois que c'est possible, mais à la vérité, nous ne réussirons rien s'il n'y a pas une volonté politique réelle. Pour moi, la clé pour la contribution des Afro-descendants et nos frères et sœurs de la diaspora qui veulent venir en Afrique, la clé, c'est une volonté politique réelle de les laisser rentrer, de créer des conditions qui doivent leur permettre de travailler sur le continent africain. Est-ce que le moteur n'est pas l'économie aussi? Il représente une force économique. Est-ce qu'on ne doit pas appuyer sur ce levier économique qui suscite l'intérêt de part et d'autre et où tout le monde finalement y trouve son intérêt? Oui, qu'il faut appuyer sur le levier économique, mais on ne peut pas réussir, on ne peut pas appuyer efficacement sur ce levier économique s'il n'y a pas une volonté politique réelle. Pour moi, d'abord, c'est la volonté politique suivie de l'économie parce que, évidemment, ils peuvent investir sur le continent africain pour créer les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Ils peuvent transférer leur savoir-faire qui sont avérés. Et nous avions beaucoup d'Afro-descendants qui ont contribué ou qui ont plutôt, qui sont à l'origine de beaucoup d'inventions dans le monde.
mais il faudrait qu'il y ait des conditions sur place. Et je crois que c'est ce travail-là que nous devons faire sur le continent africain. Il ne s'agit pas seulement de parler, c'est pourquoi nous pensons aujourd'hui que le panafricanisme dont nous parlons doit aller vers beaucoup plus d'actions. Parce que s'il s'agit de faire des discours, oui, ces discours-là ont été faits et c'était le contexte, mais aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, la plupart de nos pays, pas tous les pays, mais la plupart de nos pays, il nous faut l'action. Et c'est nos frères et sœurs afro-descendants, quand ils verront cette action et verront cette envie réelle qui les invite à venir avec des conditions pour qu'ils puissent contribuer économiquement à changer le destin des populations africaines, ils n'hésiteront pas à venir. Surtout que leur rêve, c'est d'aller sur le continent africain. Uma África unida e próspera, livre das amarras do colonialismo e da exploração. No século XX, líderes como Amílcar Cabral, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Cláudia Jones, Amy Westwood Garvey, Nelson Mandela. Alors, le thème de cette conférence de ce congrès est la restitution. Vous avez parlé des restitutions. Pourquoi le choix de cette question de la restitution à ce moment précis? Vous saviez, ce choix, il a été fait par le Haut Comité parce que nous pensons que les questions de mémoire, de restitution, de reconstruction, etc., il est mieux que cette thématique soit confiée aux afro-descendants et nos frères et sœurs de la diaspora. Parce que nous avions, sur les 5 pré-congrès qui se sont déroulés sur le continent africain, nous avions traité de beaucoup de questions d'éducation, de développement des langues. Mais quand on voit que nos frères afro-descendants, ici, on connaît quand même l'histoire, la déportation, l'esclavage, etc., ils seront plus sensibles à cette question et leur contribution sera nettement meilleure que la contribution sur le continent africain. C'est pourquoi nous avions la preuve aujourd'hui que vous voyez bien vous-même, vous qui êtes ici à Salvador de Bahia, que non seulement c'est une thématique qui est sensible, mais c'est une thématique qui a suscité beaucoup de passion. Beaucoup de passion, ils ont beaucoup de choses à dire et ce qu'ils sont en train de dire, nous allons en prendre compte pour la réussite du 9e congrès. Revenons donc à ce congrès dans son ensemble. Le volet diaspora est certes important et je pense qu'il est clé. Comment expliquer ce regain du sentiment panafricain auquel on assiste ces dernières années en Afrique? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Parce qu'on sait que pendant un moment, ça s'était essoufflé, ce mouvement. Qu'est-ce qui explique que d'un coup, cela reprenne du poil de la bête? Je ne saurais vous le dire. Je crois que j'ai lu vos chroniques. Hein. Je vous ai lu vous-même. Vous avez essayé de justifier ce regain. Je partage les mêmes idées que vous. Mais fondamentalement, je crois qu'il y a une frustration réelle. Une frustration en Afrique liée aux humiliations, au manque de respect, à un complexe de supériorité qu'on découvre chez certains peuples ou certaines personnes. Cette inégalité, cette injustice que nous voyons dans la société, parmi les gens et même sur un plan institutionnel. Et toutes ces frustrations réunies, ce que je résume en une frustration, dans tous les domaines réunis, fait qu'aujourd'hui, les gens reparlent du panafricanisme pour dire non, nous devons faire quelque chose pour notre survie ou peut-être même pour défendre nos intérêts. C'est en cela que ceux qui pensent que le panafricanisme est un mouvement, une idéologie contre les autres ont tort. Le panafricanisme dont nous parlons, dont vous et moi nous parlons, est la défense de notre identité, la défense de notre dignité et le désir de solidarité de notre peuple pour exister au même point d'égalité que les autres. Vouloir exister, on ne peut pas vous reprocher, on ne peut pas nous reprocher, vous et moi et tous les Africains, de vouloir exister, de vouloir être respectés. Quand on se sent humilié, on se sent, je dis toujours, déshumanisé. Et vous pensez quelque chose et puis on vient vous pense que vous n'êtes pas capable de le penser. Mais vous êtes choqué.
malgré vos études, vous discutez avec certains collègues qui pensent que ce que vous aviez dit, c'est une note qu'on vous a glissée, que vous-même, vous n'êtes pas capable de penser. Vous dites, enfin, j'ai la raison comme tout le monde ou pas? Alors, je crois que c'est l'ensemble, c'est cette frustration qui a favorisé le terreau aujourd'hui du nouveau panafricanisme. Et comme je le disais, c'est un panafricanisme responsable pour plus d'égalité, de dignité des Africains. Et le congrès de Lomé parlera d'ailleurs du rôle et la place de l'Afrique dans les institutions internationales. Comment expliquer aujourd'hui qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, sur les 5 pays permanents, aucun pays africain n'est permanent, alors que 71% des dossiers traités au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la paix et la sécurité concernent les pays africains. Et ça fait 40 ans, nous demandons la réforme du Conseil de sécurité et les grandes puissances, les 5 grandes puissances qui sont membres permanents, jouent à l'hypocrisie. En fin de compte, ils ne veulent pas. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas venir parler de moi ou je ne vais pas aller parler de vous sans que vous soyez présent. Vous voyez, c'est... On revient à la conférence de Berlin quasiment. Ben oui, bien sûr. Je pense qu'il faut revenir à cette conférence parce qu'il y a une injustice même institutionnelle. Alors, nous luttons contre cette injustice institutionnelle. Et pour vous dire que nous ne sommes pas respectés, l'Union africaine a décidé depuis plus d'une vingtaine d'années de sa position par rapport à la réforme du Conseil de sécurité. Nous avons cette position et nous sommes toujours approchés par certains pays pour dire mais cette position, nous avons d'autres propositions. Quelles propositions vous avez faites? Nous avions déjà décidé à l'unanimité que nous voulons 2 sièges, c'est l'Union africaine, permanents au Conseil de sécurité et 2 sièges flottants. Et certaines grandes puissances viennent encore, ils veulent remettre en cause. Après, ils vous demandent, cher ami, mais si vous dites 2 sièges permanents, qui va occuper ces sièges-là quand on sait qu'il y a des divisions en Afrique? Mais quel est votre problème? Nous avons dit 2 sièges, donnez-nous les 2 sièges et nous allons décider de comment et qui va occuper les sièges selon la décision que nous allons prendre au sein de l'Union africaine. Ah non, vous devez nous dire qui doit occuper d'abord. Donc vous voyez, c'est irrespectueux et c'est déshumanisant pour le continent africain. Alors là, vous mettez le pied dans le plat. Aujourd'hui, on va organiser ce congrès à Lomé. Il y a des États qui sont sanctionnés par les institutions africaines. Seront-elles invités? Le Mali, le Niger, le Burkina seront-ils invités à Lomé? Et comment ce sera vécu par les autres? Vous connaissez la position de la diplomatie togolaise et vous connaissez le rôle de pacification que joue le président de la République togolaise, le président Faure Issozimna Gnassingbé. Il trouvera les mots justes pour parler avec les uns et les autres afin que le 9e congrès panafricain de Lomé puisse être ouvert à tout le monde. Mais je vous rappelle que le 9e congrès panafricain de Lomé n'est pas un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'est un congrès. Donc c'est un congrès, ce n'est pas un sommet, ce qui est différent dans la formulation. Mais nous faisons confiance au président de la République pour trouver la solution. Je vous rassure que pour ce que nous savons, son objectif est d'avoir tous les pays pour discuter de cette question qui est une question primordiale pour l'Afrique et puis pour tout le continent. On a envie de comprendre. Là, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait des frustrations, qu'il y avait un manque de la condescendance de la part des autres. Vous êtes le chef de la diplomatie togolaise. Est-ce que, aujourd'hui, ce à quoi on assiste dans la région sahélienne, où vous faites beaucoup de médiation, vient essentiellement de ce manque de respect, de cette, on va dire, cette condescendance des grandes puissances qui ne comprennent pas ce qui se passe sur place? Est-ce pour ça aussi que vous discutez avec eux? C'est l'une des raisons. Vous savez, le problème qui se passe en Afrique en général, et particulièrement dans la région du Sahel, c'est que quand il y a une difficulté dans nos pays, vous avez des experts qui parfois n'ont jamais été sur le continent africain ou qui ont été
une ou deux fois et qui décident depuis leur capitale, à la place de ceux et celles qui vivent les réalités du terrain. Et c'est ça l'échec de certaines puissances au Sahel. Vous ne pouviez pas venir aider les pays sahéliens ou les pays d'Afrique de l'Ouest sans l'accord de ces pays. Pendant longtemps, on a assisté à une décision d'aider avec ou sans l'accord. Mais aujourd'hui, nous avons des nouveaux dirigeants dans ces pays qui disent que désormais, il faudrait avoir notre avis pour discuter ou pour nous aider. Donc, il ne s'agit pas de venir imposer ce que vous pensez. Venez d'abord nous écouter. Et quand vous nous écoutez, nous pouvons travailler ensemble. Et ce que le président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, a réussi à faire, c'est d'abord d'écouter. Et c'est ça que justifie le rôle de médiation qu'il est en train de faire. C'est avoir la capacité d'écouter d'abord et ensemble décider. Et non ne pas écouter et décider en lieu et à la place des autres parce qu'on pense connaître mieux que ceux qui sont sur le terrain. Le Togo que vous connaissez est un hub maritime, un hub économique, portuaire même, que le Togo demeure ce hub-là qui puisse attirer tous les Africains et tous nos frères et sœurs de la diaspora. Donc je vous rassure que le Togo est prêt à accueillir tous les afro-descendants à Lomé au Togo. Merci. Je vous en prie. Merci.